Bon, bonjour tout le monde. Merci d'être présent à la formation au midi-conférence dans le fond de la clinique du PEPS. Aujourd'hui, on a une présentation sur le RED. Ça veut dire que je vais laisser nos trois résidents présenter aujourd'hui sur ce sujet. Et on aura une période de questions environ 5 à 10 minutes suite à la présentation. Merci. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va être trois résidents à vous présenter sous la supervision de Dr. Roy sur le Relative Energy Deficiency in Sport. Excusez mon accent anglophone assez terrible. Donc, c'est moi-même, Tristan Saint-Jean-Gamache, avec Philippe Brochu et Elisabeth Châtelain. Donc, pour le plan de la présentation, dans le fond, c'est assez standard, là. Donc, on va commencer par définir un peu certains aspects, puis on va progresser vers le diagnostic du RED-S avec le traitement et la prévention. Donc, au fil des années, les connaissances ont quand même beaucoup évolué là, en lien avec le syndrome de surentraînement, puis on en est venu à avoir une définition du RED-S. Anciennement, c'était surtout connu sous le nom de overtraining puis overreaching. Puis après, vraiment, là, au niveau physiopatho, c'était plus une forme de un processus inflammatoire musculaire là, qui était trop important. C'était plutôt de cette façon-là qu'on définissait le problème. Ça a évolué un petit peu. Quand on parlait d'overtraining, c'était que la phase de récupération était très longue. Là, souvent, c'était une saison sportive au complet qui était compromise. Overreaching, c'était une forme un petit peu moins sévère du overtraining. Puis, souvent, c'était un peu confondu avec le syndrome de fatigue chronique, mais qui est comme vraiment un problème séparé qui ne touche pas forcément les sportifs. Là, il y a plusieurs étiologies qui avaient été proposées pour ce syndrome-là. Des fois, on parlait d'infection après des gros traumas, des stresseurs plus psychologiques importants ou une composante génétique. Puis ça touchait moins là, certains aspects du sport, là, comme l'ostéoporose, les fractures de stress. C'était plus des symptômes précis comme la fatigue, les troubles du sommeil, les troubles cognitifs. Ce qui était un peu tannant, c'est que ça touche surtout les jeunes femmes. Fait que ça pouvait être confondant là, parce que c'est une population qui est beaucoup touchée aussi par le RED-S qu'on va vous présenter. Et la physiopatho est vraiment différente. Ce qui nous intéresse plus, c'est un problème qui était initialement un peu conceptualisé sous la forme de la triade de l'athlète féminine. Là. Fait que c'est un phénomène qui avait été observé chez les femmes qui s'entraînaient beaucoup. Composante de troubles alimentaires, aménorrhée, ostéoporose. Ça a évolué, dans le fond, à une problématique qui était un peu plus large. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup plus d'éléments là, au sein de ce problème-là. C'est de ça qu'on va vous parler aujourd'hui, là, fait que c'est vraiment le RED-S. Ce que le RED-S a tenté de faire, c'est d'essayer de objectiver un peu le seuil sous lequel les athlètes pouvaient être en déficit énergétique puis s'exposaient là, à des atteintes de plusieurs systèmes. Je pense que Michael, ton micro est encore ouvert, ça se peut. Super. Puis, ce que le RED-S, en fait, un des objectifs de ce que nous, on en a compris, c'est qu'il y avait un souci d'essayer d'objectiver un certain seuil énergétique sous lequel les athlètes se mettaient à risque de développer des complications, peu importe leur sport. Puis, il y avait un souci là, derrière ça de prévenir davantage et de mieux dépister. Mais on va voir au courant de la présentation que ce n'est pas si facile de bien objectiver ce seuil-là. Super. Donc, moi, c'est Philippe. Je suis également Philippe Brochu. Je suis résident avec mes collègues Tristan et Elisabeth. Donc, moi, je vais passer la partie physiopathologie. Donc, le principe général du RED-S, c'est vraiment un débalancement entre les dépenses énergétiques liées au métabolisme de base et également aux activités sportives de l'athlète avec les apports énergétiques là, qui se trouvent à être finalement les aliments que l'on ingère. Est-ce que c'est si simple que ça? En fait, pas vraiment. Il y a deux choses que je vais ajouter par rapport à ça. La première des choses, c'est que oui, la quantité totale de nourriture qu'on ingère est importante, mais l'horaire d'alimentation l'est tout autant. Donc, c'est-à-dire, c'est prouvé dans certaines études qu'au niveau hormonal, surtout du système endocrinien, des repas plus fréquents, donc une période là, de fasting qui est un petit peu moins long, va être bénéfique là, pour le système endocrinien. Va pouvoir, dans le fond, diminuer l'impact du déficit énergétique. Autre chose, un autre élément qui est important de savoir, c'est que la satiété d'un athlète, d'un individu, est un très mauvais signe à savoir si l'athlète mange suffisamment des apports énergétiques très, dans le fond, assez élevés. Et ça, c'est pour plusieurs raisons. Donc, des fois, même l'activité physique très intense peut être un coupe-faim finalement pour l'athlète.
Donc, la formule dont Tristan a mentionné, c'est une formule qui est tirée du consensus sur le REDS du Comité olympique international là, en 2018. Ça essaie de calculer finalement l'énergie nécessaire pour subvenir aux différents besoins physiologiques de l'athlète. Et donc, pour avoir finalement une homéostasie du corps. Les études ont vraiment été chez les femmes, donc ça ne se transpose pas à tous les athlètes, mais on dit que c'est à peu près 45 kilocalories par kilogramme de masse maigre qu'un athlète doit avoir, l'énergie, dans le fond, l'energy availability qu'un athlète doit avoir. Et l'energy intake, ça c'est bon, finalement l'apport nutritif des aliments, et le exercise energy expenditure, ça c'est finalement l'énergie que l'on dépense avec l'activité sportive. C'est une formule qui a quand même ses limites de par le fait qu'il n'y a pas encore de protocole établi pour vraiment calculer ceci adéquatement. Et autre chose, bon, c'est vraiment un défi considérable de calculer exactement toute l'intake d'un athlète et toutes les dépenses énergétiques également là, de l'athlète. Je me suis quand même amusé hier à essayer de faire un petit cas clinique de Monsieur X, un athlète qui requiert l'anonymat, mais pour lequel j'ai eu accès à plusieurs données au fil des années. Donc, Monsieur X, qui a un poids de 66 kg, un monsieur qui fait du triathlon, qui a un pourcentage de graisse corporelle entre 7 et 10 dépendamment des stages. Et donc, avec évidemment la règle du 45 kilocalories par kilogramme, on devrait avoir 2673 juste pour les fonctions physiologiques. Une journée plutôt active où il y a de la course, du vélo, on peut facilement monter jusqu'à 4000 kilocalories à ingérer, qui se trouvera à être 7 Big Mac ou 16 petits hamburgers. Bon, quand même, qui est quand même substantiel. Puis là, vous allez me dire, ben oui, mais là, ça, c'est complètement approximatif. Je vous dirais, ouais, vous avez raison, quand même. Mais chez quelqu'un pour qui ce n'était pas approximatif, c'est M. Michael Phelps, qui, lui, quand même, il y avait toute une équipe de scientifiques qui le suivaient, connu pour son record de médailles, mais également connu pour sa diète hypercalorique de 10 000 à 12 000 calories par jour. Regardez la photo à droite, là, sa morphologie. Donc, 10 000 à 12 000 calories, clairement, il les brûlait. Et donc, tout ça pour vous dire qu'un athlète qui fait de l'activité physique va dépenser énormément d'énergie et doit avoir une diète qui répond à ses besoins. Bon, moi, c'est Elisabeth. Je vais y aller pour un côté un peu plus théorique pour les facteurs de risque, puis je vais vous revenir un peu plus tard au niveau du traitement, en fait. Pour ce qui est des disciplines à risque, les sports individuels sont un peu plus à risque que les sports d'équipe. Les sports d'endurance aussi vont être plus à risque de développer un REDS. Les athlètes aussi qui font des sports avec catégorie de poids, comme la haltérophilie, la boxe, le judo. Tous les sports où l'apparence est importante, ou d'activité artistique, comme la gymnastique, le patinage artistique. Les sports aussi où le faible poids va être un avantage, comme le cyclisme sur route, la course à pied, les sauts à ski, les triathlons. Pour ce qui est des facteurs prédisposants, mais comme on a dit tantôt, les femmes sont plus à risque que les hommes. Les caucasiens aussi seraient plus à risque. Donc, ça, c'est des facteurs de risque qui ressemblent un peu à la traite de l'athlète. Les athlètes qui vont être perfectionnistes, de petite taille et de faible poids. Celles qui ont des antécédents, ceux et celles qui ont des antécédents de troubles alimentaires. Puis toutes les cultures qui associent la minceur au succès. C'est des facteurs prédisposants, mais tous les athlètes demeurent à risque. Pour ce qui est des facteurs précipitants, bien évidemment que si on a un nombre et une durée d'entraînement qui sont importants avec un risque de surentraînement, ça va nous précipiter vers un REDS. Une perte de poids récente ou une modification récente de la diète chez l'athlète. C'est la pression au niveau de la compétition des pairs, des parents ou de l'entraîneur. Des entraîneurs contrôlant une relation difficile avec l'entraîneur peuvent aussi être des facteurs de risque. Donc, les manifestations cliniques et paracliniques. Alors ça, c'est encore une fois une image tirée du consensus du comité olympique. En fait, c'est très, très important. Comme un peu Tristan le mentionnait plus tôt, la triade de l'athlète, c'est vraiment juste une partie finalement là, du REDS. Il y a vraiment beaucoup d'autres systèmes qui sont touchés par le déficit énergétique. Donc, on va tenter de démystifier ça ensemble rapidement. Le système endocrinien, c'est un système qui est excessivement complexe, mais qui est atteint relativement précocement dans le REDS, surtout au niveau de l'axe hypothalamo-hypophysaire gonadique, qui est une des premières atteintes habituelles. On pourrait avoir une diminution de l'estrogène et de la progestérone qui pourrait amener chez les femmes à une aménorrhée
et chez un homme, une diminution de la testostérone et donc une baisse de libido. Puis ça se comprend. En fait, quand il y a un déficit énergétique, le corps il va prioriser les fonctions vitales au détriment des fonctions reproductives. Mais si c'est un déficit énergétique qui persiste dans le temps, bien là, on peut avoir des atteintes thyroïdiennes, une diminution de l'insuline, une augmentation du cortisol et même une diminution de la sensibilité du corps à l'hormone de croissance et qui peut en venir à des problèmes de retard de croissance quand même. Donc, la perte des menstruations, l'aménorrhée est une des symptômes les plus précoces. On peut voir vraiment que ça va être une diminution de la pulsatilité de la GnRH qui va amener une diminution de la production de la LH-FSH et ensuite une diminution de l'estrogène et de la progestérone. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'arrivée également de l'aménorrhée va vraiment dépendre, va être vraiment individuelle à chaque athlète de la part du fait que ça dépend de la sévérité du déficit énergétique et de la vitesse à laquelle elle s'insère. Inversement, lorsqu'on corrige le déficit énergétique, bien, les règles vont revenir finalement de manière, dépendamment de la vitesse de correction et de la durée aussi. Fait que ça peut prendre de quelques mois jusqu'à 2 ans. C'est décrit dans la littérature jusqu'à 2 ans avant que les menstruations reviennent. L'estrogène, la progestérone, les hormones thyroïdiennes ont quand même un grand rôle à jouer au niveau de la santé osseuse et c'est vraiment décrit également qu'on peut voir une diminution de la densité osseuse, du renouvellement osseux, une altération de la microarchitecture osseuse qui va prédisposer de manière dans le temps, là, très rapidement, à une augmentation du risque de fracture de stress et d'ostéoporose. Pendant, mais l'ostéoporose possiblement après la carrière sportive également. Au niveau des autres conséquences du RED-S, au niveau de la fonction métabolique, bon, il y a des études qui montrent une diminution du métabolisme basal. Encore une fois, c'est assez logique. Le système hématologique, il y a une déficience en fer qui a été notée chez certains athlètes qui peut prédisposer à une anémie microcytaire. L'étiologie n'est pas tout à fait claire. Possiblement que c'est en lien aussi avec le système gastro-intestinal, mais bon, ça a été décrit. Très intéressant, au niveau du système cardiovasculaire, il y a une étude en 2005 chez des athlètes qui faisaient de l'aviron, toujours des femmes, qui montraient que chez les athlètes qui étaient aménorrhéiques, il y avait un bilan lipidique qui était défavorable, donc une augmentation du cholestérol total, une augmentation des LDL, avec une dysfonction endothéliale, donc qui est perçue ça, par une diminution de la vasodilatation de certaines artères. Le point positif tout de même, c'est que quand on corrigeait le déficit énergétique, ces paramètres-là se corrigeaient de manière assez rapide. Au niveau du système gastro-intestinal, bon, augmentation du transit intestinal, la dysfonction sphinctérienne, aussi beaucoup de problèmes de constipation. Autre aspect intéressant, c'est le système immunitaire, une possible dysfonction immunitaire relative. Une étude japonaise en 2012 qui montrait que chez les athlètes féminines, je ne sais pas si c'était de course à pied, mais bref, qui souffraient de déficit énergétique et qui étaient aménorrhéiques, il y avait une diminution de production des IgA lorsqu'ils combattaient un IVRS finalement par rapport à leurs compatriotes qui n'étaient pas aménorrhéiques et que finalement l'IVRS durait plus longtemps que les autres athlètes. Donc, quand même, c'est multisystémique. Finalement, conséquences psychologiques du RED-S, on est un peu là, dans l'œuf ou la poule à ce qu'on dit de par le fait que ces problèmes-là peuvent précéder le RED-S et être la cause de ce problème-là ou être causés par le déficit énergétique. On n'a qu'à penser aux troubles alimentaires, aux traits de personnalité cluster C de quand même certains athlètes qui peuvent prédisposer le déficit énergétique, tandis que c'est vraiment aussi décrit dans la littérature qu'un déficit énergétique persistant peut amener des symptômes là, dépressifs et anxieux. Mais c'est important à l'anamnèse d'essayer de différencier les deux parce que ça va complètement changer la prise en charge et le pronostic également. Finalement, conséquences sur la performance sportive, ça c'est un autre aspect qui est intéressant. C'est logique un peu avec tout ce que je viens de vous mentionner. C'est évident qu'il va y avoir des conséquences potentielles sur la performance. Ajouter à cela une diminution de la disponibilité du glycogène et du stockage du glycogène, une diminution de la synthèse protéique, une diminution aussi de la réponse à l'entraînement, puis à laquelle on va associer une inconstance au niveau de l'entraînement de par le fait des blessures, des maladies. Et c'est clair qu'il va y avoir une diminution au niveau de la performance sportive. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on a de la science, on a des études qui prouvent ça, notamment en gymnastique, en course à pied, en natation. Une étude très intéressante en 2018 qui montrait que pour un bloc donné, les athlètes qui étaient aménorrhéiques, les femmes qui étaient aménorrhéiques,
avaient une progression, une amélioration moins importante que leurs comparses. Donc, je vais finir là-dessus, mais que de bien comprendre qu'est-ce que le REDS, de bien savoir le vulgariser aux athlètes et aux coachs, moi, je suis persuadé qu'on va pouvoir agir dans le bon sens et possiblement permettre de prévenir certains problèmes. Donc, ça fait partie d'une part de la solution, je pense, de bien comprendre le problème et les conséquences potentielles. Donc maintenant, j'ai la tâche pas facile de parler du diagnostic parce que c'est un diagnostic qui est pas si facile à faire. Fait que je vais essayer de vous montrer un peu les outils qui ont été étudiés jusqu'à maintenant. Mais dans le fond, ce qui est vraiment au centre du diagnostic du REDS, c'est le concept de Low Energy Availability que Philippe vous a montré le calcul tantôt. Puis, tu sais, il y a des barèmes, là, dans le fond, Philippe vous a expliqué qu'en haut de 45, on savait que c'était des apports qui étaient adéquats. On sait qu'en bas de 15, c'est insuffisant, mais il y a une espèce de zone grise entre les deux que certains athlètes vont pouvoir tolérer, d'autres non. Fait qu'il y a un range qui est un peu incertain à ce niveau-là. C'est sûr que, tu sais, en clinique, c'est pas un calcul qui est souvent fait, là. C'est plus dans les études qu'on va faire ce genre de calcul-là parce qu'il y a vraiment énormément de sources d'erreurs. Puis il n'y a pas de protocole standardisé à savoir, tu sais, pendant combien de jours on doit le faire pour que ce soit fiable, puis quels outils on mesure. Tu sais, est-ce qu'on prend une montre intelligente? Est-ce que c'est assez fiable? Est-ce qu'on a besoin de processus plus avancés pour avoir des bonnes données? Fait qu'il n'y a pas vraiment de protocole standardisé à ce niveau-là. Fait que ça demeure plus un espèce de concept théorique. Puis on ne sait pas non plus combien de temps ça prend dans un état de déficit calorique avant de présenter des manifestations cliniques. Ce qu'on sait, c'est qu'en bas de 15, après un certain temps, on va inexorablement en développer, mais c'est plus ou moins clair le délai exact. En clinique, ce qui arrive, c'est que le REDS va souvent demeurer un diagnostic d'exclusion. Fait que quand on va avoir dans notre bureau un patient qui présente des manifestations cliniques du REDS, on va adresser ces manifestations cliniques-là en essayant de faire le diagnostic différentiel puis d'éliminer les autres causes pour être sûr qu'il n'y a rien d'autre qui l'explique. Puis souvent, le REDS va être ce qui va rester. On peut quand même avoir un niveau de suspicion clinique, là, mais il faut s'assurer d'éliminer les autres éléments. T'sais, selon les documents officiels là, du Comité olympique, encore une fois, ce qui ressort, c'est que chez les femmes, c'est principalement de l'aménorrhée avec des fractures de stress récurrentes qui vont nous aiguiller. Mais quand on regarde même les documents officiels pour le diagnostic chez les hommes, là, tout ce qu'ils disent, c'est en gros d'avoir un degré de suspicion élevé. Fait qu'il y a beaucoup de clinical feeling là, au diagnostic du REDS. Je ne ferai pas tout le tour de tout ce qui est écrit là, mais en gros, c'est important d'inclure dans l'histoire justement des éléments qui vont nous permettre d'éliminer d'autres diagnostics différentiels. Là. Fait que des troubles endocriniens dans la famille, une bonne histoire menstruelle, puis des antécédents familiaux de toutes sortes d'autres choses. Puis à l'histoire, en gros, ce qui est important, c'est un genre de mélange entre des symptômes d'hypothyroïdie puis des symptômes de troubles alimentaires. Fait que c'est un peu la façon que moi j'avais pour me rappeler un peu de la longue liste, là, mais en gros, c'est une espèce de melting pot de tout. De quoi et de troubles alimentaires? Je pense qu'il y a un micro qui est ouvert par erreur dans l'audience. Ouais, super. Bon, je vais continuer. Puis, ce qui était aussi ce qui ressortait des fois, c'était une sensation de jambes lourdes là, que j'ai vu passer une couple de fois dans les divers documents qui semblait revenir là, chez plusieurs athlètes qui avaient le REDS. À l'examen physique, naturellement, on va faire l'IMC, les signes vitaux, les trucs de base qu'on va chercher de la bradycardie, de l'HTO. Puis on peut chercher des signes de troubles alimentaires là, quand c'est plus avancé. Fait que la première ligne, c'est des trucs plus spécifiques au comportement anorexique. La deuxième ligne, c'est plus pour des comportements boulimiques, là, fait que, comme les yeux rouges, là, que quand les patients vomissent, ça peut faire des hémorragies conjonctivales. Fait que c'est des petites choses à rechercher. Naturellement, on évalue les blessures musculo-squelettiques, puis on cherche encore une fois des éléments du diagnostic différentiel pour vraiment s'assurer qu'on ne se fait pas passer quelque chose d'autre. Là où ça vient intéressant, c'est les investigations paracliniques. Fait que là aussi, il y a une espèce de consensus à faire un bilan de base là, chez pas mal tous les patients qui présentent une des manifestations cliniques du REDS. Dans le fond, la ferritine, là, ce qui est, comme Philippe parlait un petit peu tantôt, là,
le faire dans certaines études, ça a été étudié plus spécifiquement parce que c'est comme si le déficit en fer pouvait faire un peu partie de la physiopathologie du RED-S parce que ça faisait que chez les athlètes qui ont un niveau de fer plus bas, souvent ça augmente les dépenses énergétiques par divers mécanismes pathophysiologiques que, bien honnêtement, je ne maîtrise pas dans le détail, mais il semble vraiment y avoir un rôle important. Puis, bon, selon la gravité, on peut faire d'autres bilans comme le CG, puis on peut voir un allongement du QT, du microvoltage, certaines autres trouvailles. Puis pour ce qui est de l'ostéodensitométrie, dans le fond, ce qui était recommandé, c'était de le faire s'il y avait de l'aménorrhée ou une fracture de stress là, pour étudier la densité minérale osseuse. Donc, ici, un schéma un petit peu compliqué, là, mais que quand on prend le temps de l'étudier, il est vraiment super bien fait. Dans le fond, c'est pour éliminer les causes secondaires d'aménorrhée quand on a des patientes chez qui ça s'applique, qu'on voit dans notre bureau. Fait que, tu sais, c'est un bilan là, qui inclut surtout LH, FSH, testostérone, prolactine, TSH. Puis avec ces 5 éléments-là, là, on est capable d'aller classer, voir si on rejoint une des causes secondaires d'aménorrhée. Si on fait tout le processus du petit schéma, puis finalement, on tombe dans la flèche qui nous amène à l'aménorrhée hypothalamique fonctionnelle, ben là, on peut souvent parler de RED-S à ce moment-là. Pour les hommes, ben, c'est un peu le même principe, mais c'est LH, FSH, testostérone qui vont tous être diminués. Puis il peut également avoir des anomalies au spermogramme, mais je doute qu'on fasse ça dans la pratique. Pour ce qui est de l'ostéodensitométrie, dans le fond, c'est quand on a un Z-score en bas de -1 qu'il faut avoir une petite lumière qui allume. Normalement, ce Z-score-là devrait être un peu plus haut pour les sports, notamment chez les qui touchent l'haltérophilie, tout ça, qui a plus une importance à la musculature. Puis il faut vraiment se fier là, au score de la colonne lombaire parce que les autres marqueurs sont souvent un petit peu moins perturbés là, dans le cas des jeunes athlètes versus, mettons, un patient ostéoporotique là, de gériatrie. Fait que il y a différentes grilles qui ont été utilisées pour l'évaluation du RED-S. Les deux qui semblaient le plus étudiés, là, c'était le LIFQ puis le EDQ. Mais c'était surtout pertinent pour les comportements qui touchaient le côté plus restrictif. C'était montré que chez les athlètes qui avaient un volume très, très important d'entraînement, puis que ce n'était pas forcément volontaire d'avoir des restrictions dans leur alimentation, les questionnaires étaient un petit peu moins efficaces. Fait que le LIFQ, c'est surtout pour les femmes, parce que la moitié des questions, c'est lié au cycle menstruel. Ça essaie de déterminer la probabilité d'avoir un déficit énergétique selon les symptômes. Fait que c'est un outil qui peut être intéressant. C'était celui qui était le plus étudié là, pour le RED-S. Fait que ça, c'était un exemple. Là, ici, c'est par rapport aux blessures. Fait que dans le fond, l'athlète remplit le formulaire, puis après ça, il y a un guide là, qui nous permet d'avoir un score selon ce que l'athlète a coché. Puis celui-là, ce questionnaire-là, c'est pour les troubles alimentaires surtout. Théoriquement, il s'applique aussi aux hommes, mais la limitation, c'est que la plupart du temps, les comportements franchement restrictifs, c'est plus chez les femmes. Fait que, il y a quand même un usage limité, celui-là. Puis il étudie un facteur de risque du RED-S qui se trouve à être le comportement alimentaire, mais ça n'étudie pas en soi les chances d'avoir un RED-S, fait que c'est une limitation également. D'où pourquoi c'est plus dur de dépister avec ça ceux qui ont un volume d'entraînement très important puis qu'ils s'alimentent comme normalement, entre guillemets. Ça, c'est le questionnaire. Fait que c'est ça. Pour les questionnaires, plusieurs obstacles sont souvent liés au niveau de performance de l'athlète, le désir de performer. Le fait d'être en déficit calorique peut faire en sorte que l'athlète n'aura pas beaucoup d'autocritique parce que ça fait vraiment des modifications au niveau neurobiologique. Naturellement, les pressions de l'entraîneur, de l'entourage, puis des fois des intérêts financiers, d'avoir des commandites, etc. Pour ce qui est du diagnostic différentiel, ben, comme je disais, c'est important de bien investiguer pour d'autres causes, de l'aménorrhée, fracture de stress. Des fois, ça peut être seulement une augmentation de la charge d'entraînement, un équipement qui n'est pas approprié, un changement de soulier, par exemple. Puis pour les problèmes de performance, ben, c'est pas parce qu'un athlète performe moins bien qu'il y a automatiquement un RED-S, fait qu'il
ça ne l'empêche pas de faire une mononucléose ou d'avoir une autre cause là, sous-jacente à ça. Pour ce qui est du traitement, je vais aller rapidement parce qu'on me dit qu'on n'a pas beaucoup de temps, qu'il ne reste pas beaucoup de temps, mais en fait, le but, c'est d'impliquer vraiment l'équipe multidisciplinaire, dont le médecin du sport, nutritionniste, physiothérapeute, psychologue et ou psychiatre. Pour ce qui est du traitement non pharmaco, en fait, le rôle du médecin du sport, ça va être de réduire ou d'arrêter l'entraînement au besoin selon le niveau de risque. Pour ce faire, on utilise l'outil REDS4, qui est un des outils utilisés. Il y en a d'autres également. Je vais vous en parler un peu plus tard. C'est important d'évaluer le niveau de risque aux 1 à 3 mois chez l'athlète. Souvent, on va donner des suppléments de vitamine D, de calcium et autres suppléments au besoin. Des fois, pour certains athlètes, on suggère 600 unités internationales, mais il y a un apport plus important qui peut être nécessaire temporairement pour atteindre les objectifs de taux théorique de 25 hydroxyvitamine D au-dessus de 30. Pour ce qui est du traitement pharmaco, il faut se rappeler que les contraceptifs hauts combinés ne sont pas recommandés parce qu'ils peuvent masquer le retour des règles spontanées et la perte osseuse peut se poursuivre. Ça, on va suggérer d'éviter un estrogène transdermique avec une progestine cyclique féroce. Ça va être un traitement qui va être donné à court terme si le traitement conservateur est inefficace. Donc, le traitement, quand on parle de traitement conservateur, c'est d'augmenter les apports alimentaires et de diminuer la dépense énergétique. Ça va améliorer la densité minérale osseuse chez les anorexiques et les athlètes oligo-aménoriques. Par contre, c'est important de mentionner que ce n'est pas bien pour la contraception. Parfois, on va débuter la PTH recombinante, mais ça, c'est dans des plus rares cas, donc j'en parlerai pas plus à ce sujet-là. Bon, évidemment, qu'il y a la nutritionniste qui va établir un plan de traitement, un plan alimentaire journalier. Si l'athlète dans son rapport d'une d'alimentation qui n'est pas intentionnelle, une simple éducation nutritionnelle va suffire. Le psychologue ou psychiatre vont être importants pour la thérapie cognitivo-comportementale pour changer les comportements alimentaires, puis prendre en charge les comorbidités, puis m'assurer une hospitalisation besoin si bon, il y a une fatigue sévère, une hypotension ou d'autres red flags. Le physiothérapeute peut être également important pour établir un plan d'entraînement adapté. Pour ce qui est de l'outil REDS4, en fait, bon, c'est un outil clinique qui est utilisé pour évaluer les athlètes qui sont soupçonnés d'avoir un déficit énergétique, en fait. Puis c'est pour guider, en fait, le retour au jeu. Donc, c'est basé sur le consensus du Comité international olympique, mais c'est un outil qui n'est pas encore validé. Un peu comme Tristan disait tantôt, la plupart des outils ne sont pas validés pour le moment. Mais on va y aller selon si l'athlète est à risque élevé ou à risque modéré ou à risque faible. Les athlètes à risque faible, en fait, ça inclut tous les athlètes, donc chaque athlète est à risque. Ceux qui vont être à risque modéré, c'est ceux, par exemple, qui vont avoir perdu 5 à 10 de leur poids en 1 mois, qui vont avoir une aménorrhée en haut de 3 mois ou une faible densité minérale osseuse, etc. Et les athlètes à risque élevé d'emblée, les anorexiques vont rentrer à risque élevé, puis ceux qui vont avoir une radicalité à l'ECG. En fonction du niveau de risque, on va se baser là-dessus pour établir le retour, en fait, au jeu. Les athlètes qui sont à risque élevé ne doivent pas s'entraîner ni faire de compétition. Ceux qui sont à risque modéré peuvent s'entraîner seulement s'ils suivent le plan de traitement. Ils peuvent participer aux compétitions, par contre, mais sous supervision uniquement. Participation complète là, pour ceux qui sont à faible risque. Ici, on a un score, en fait, là, qui est aussi utilisé, qui est un peu plus précis que le tableau précédent. C'est basé sur 6 critères. C'est un peu les critères que j'ai mentionnés ici, mais plus détaillés. Puis selon le niveau de points accumulés, là, il y a une autorisation temporaire ou restrictive au sport ou une restriction complète. Pour ce qui est de la prévention, je vais y aller très brièvement. Là. Bon, mais c'est sûr que c'est important de sensibiliser en fait autant les médecins que les entraîneurs, mais aussi les athlètes et les parents comme tels, faire l'enseignement aux athlètes et aux parents sur les principes nutritionnels de base qui les effets sur la santé et la performance. Puis, bon, informer les médecins et les entraîneurs des facteurs de risque et des manifestations cliniques du REDS qui soient à l'affût de ce syndrome-là. Puis, c'est important de dépister de manière précoce. C'est vraiment essentiel pour venir prévenir les séquelles à long terme sur la santé. Puis, bon, comme je vous ai mentionné, il y a plusieurs tests de dépistage. C'est important de le faire sous forme de tests de dépistage annuels. Puis, on peut s'aider à ce moment-là avec les outils d'évaluation clinique, dont le REDS4. Bravo. Je voulais remercier mes résidents qui normalement auraient fait cette présentation-là la semaine prochaine, mais à cause de mon horaire, on fait à très courte échéance une présentation.
quand même assez intéressante, qui reflète bien le consensus de 2018. Alors, ben, merci beaucoup. Je ne sais pas si on a peut-être prendre. Je vois que tous les participants sont encore en ligne. Il y a Dr. Madar qui a une question. Stéphanie, on t'écoute. Allô, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Super. Ma question, c'est sur la bradycardie. Est-ce qu'on a un seuil? Tu sais, moi, j'ai été embêtée dans le passé, une athlète d'endurance là, qui me disait rouler quand même très bas, mais en même temps, c'est un athlète d'endurance. Fait que là, c'est quand qu'on s'inquiète que son pouls de repos est à 52 ou 48 ou tu sais, parce que c'est dans un critère de sévérité, là. Fait que je me dis, c'est quand qu'on dit là, c'est trop bas, tu tombes dans le red puis on t'arrête de s'entraîner ou. Moi, ce que j'avais fait à ce moment-là, j'avais obligé à contrôler ses électrolytes puis voir s'il n'y avait pas des signes de troubles alimentaires là, dans son bilan, mais j'avais pas de seuil de bradycardie là, qui me disait là, je suis obligée à arrêter. J'en ai pas trouvé dans les études non plus. Là. Ça n'a pas été noté définitivement à quel seuil on s'inquiétait en fait ou pas. Sinon, si je peux aussi apporter un autre élément de réponse, ben, c'est sûr que la bradycardie, c'est un des critères de par le fait que quelqu'un qui va être vraiment déficient là, sur le point nutritionnel, les grands anorexiques vont avoir de la bradycardie, mais autrement, les athlètes d'endurance, comme vous mentionnez, qui, eux, ont un système cardiovasculaire très, très développé, vont également avoir de la bradycardie. Fait que, tu sais, c'est de départager aussi. Je comprends que ce n'est pas exclusif et qu'il peut y avoir un peu d'overlap, là, mais je pense que c'est de départager un peu est-ce qu'il y a effectivement là, une carence nutritionnelle importante ou un athlète qui est juste dans une très grande forme, puis que ça va super bien, puis qui a un rythme à 45 et à 50, je pense que ça s'est déjà vu en étant tout à fait sain. Je pense que c'est une bonne idée. Je pense qu'il faut penser quelle est la fréquence cardiaque normale de cette personne-là lorsqu'elle va bien. C'est sûr qu'une personne qui est athlète, là, il va avoir une fréquence peut-être à 55. Moi, je dirais que c'est probablement entre 5 à 10 battements au-dessous de cette fréquence normale-là qu'on a habituellement pour parler de bradycardie, ça serait une chose à bien fouiller. Oui, ben, et puis il y a des guides de pratique pour les anorexiques non athlètes. Puis si je ne me trompe pas, c'est c'est 50 là, qui est. 50 le jour, 47. Oui, c'est ça. Mais c'est difficilement applicable. Stéphanie, tu as tout à fait raison. Ça reste un mystère. Mais je pense qu'on était à même de prendre la fréquence cardiaque plus fréquemment de nos athlètes, un peu comme quand on est de garde à l'hospice ou à l'urgence, puis qu'on sort les dernières feuilles de signes vitaux des 3-4 dernières années pour voir qu'est-ce qui est normal. Bien, c'est un point que je voulais amener. C'est là que les éléments de nos évaluations pré-saison, comme avoir une fréquence cardiaque habituelle d'un athlète d'endurance, comme d'avoir un poids de référence chez un athlète pour identifier une cassure de poids. Tu sais, on ne peut pas s'attendre qu'un athlète d'endurance ait un IMC à 29, là. Mais si on connaît le point de départ, ça va faciliter le lien entre une difficulté de performance ou carrément de blessure. Puis ça va nous faire interpréter différemment si ça vient avec une perte de 2 kilos là, chez quelqu'un qui n'avait pas de grosse réserve pour en perdre. Puis la même chose au niveau de la fréquence cardiaque. Là. Chez nos athlètes de haut niveau, on a la chance de se mettre en réserve ces mesures de référence-là, qui sont importantes. Quand on arrive avec notre population de loisirs de plus en plus active, puis qui souvent se met des gros objectifs, on a des gens de loisirs qui font des triathlons, puis on n'a pas toujours le loisir d'avoir ces mesures de référence-là, puis on est un petit peu dans le vide. Quand on a des gens qui veulent faire du haut niveau mal encadré, ou quand on a des gens qui s'entraînent dans un but de perte de poids, il faut vraiment être vigilant. Moi, ça m'est arrivé de demander aux gens de sortir les données de leur Apple Watch. Ou, tu sais, de plus en plus, les gens ont des montres qui enregistrent en continu. Je pense que ça peut être une piste là, pour monsieur, là, les Weekend Warriors. Là, ça peut être intéressant. Le défi, c'est les jeunes athlètes. C'est comme cet athlète-là que j'ai en tête, c'est un jeune là, de 15 ans, sport-études. Fait que, oui, là, il y avait une montre, il y avait même ses puces de nuit, mais pas depuis des années. Là.
Fait que, est-ce que c'était ça normal parce qu'il était vraiment très entraîné ou il était en sous-entraînement? Là, tu sais, ça m'inquiétait assez pour que j'exige qu'il y ait des bilans rapidement, là, mais tu sais, quand j'ai vu ça dans le RED, je me disais, crime, je ne l'ai pas nécessairement arrêté d'entraîner. Tu sais, en tout cas, ce serait intéressant de creuser là-dessus, là, voir s'il y a des chiffres. J'avais une autre question. Dans le bilan, là, j'ai vu préalbumine. Moi, j'avais le réflexe de demander l'albumine. Y a-t-il un intérêt à la préalbumine particulièrement? Je pense que la préalbumine, que c'est sous toute réserve, là, mais je pense que la préalbumine, dans un cas de déficit énergétique, va baisser avant l'albumine. Fait que ça permet de dépister un petit peu plus précocement. Mais c'est ce que je pense, là, j'avoue que je ne suis pas sûr. C'est également la notion que j'avais. La préalbumine va varier de manière plus précoce là, que l'albumine comme telle. Je pense que dans le doute, si on pense que c'est quand même relativement aigu, on peut demander les deux. Demander, par contre, spécifiquement de faire quand même la préalbumine, parce que Optilab, dans la région de Québec, si vous demandez préalbumine puis que l'albumine est normale, on ne fera pas la préalbumine. Si l'albumine est normale, on ne fera pas la préalbumine. Fait que si vous le voulez, demandez-le spécifiquement en disant faire quand même la préalbumine avec un renseignement clinique. Je voulais juste savoir, est-ce que vous avez remarqué dans vos lectures qu'il y avait un protocole spécial pour mesurer le compartiment de l'insulte? Parce qu'il y a plusieurs façons de le mesurer. Puis, ça peut se faire avec des pinces, tout simplement. Ça peut se faire en pesée hydrostatique. Il y a une façon de le mesurer optimale. Si c'est, y a-t-il un protocole qui a été retenu? Personnellement, je ne me suis pas vraiment penché sur cette question-là. Je sais qu'il y a plusieurs méthodes, comme vous dites, là, mais moi, je n'ai malheureusement pas la réponse. C'est sûr que si c'est pour faire une approche, je dirais, relativement facile, accessible, les approches par pince, c'est probablement l'approche la plus simple. Exact. Est-ce que c'est ça qui est retenu? C'est quand même un élément qui Ouais. Il semble avoir une autre question en ligne avec je ne sais pas c'est qui, c'est iPhone. Alors que iPhone se manifeste. iPhone, votre micro est fermé. Je suis désolée. Je joins ma course à l'écoute de cette conférence. Je suis désolée. J'ai vraiment trouvé ça super intéressant. Moi, c'est Vicky, je suis nutritionniste dans l'équipe. J'avais une question pour vous autres. En fait, j'ai trouvé ça intéressant. Puis quand vous avez parlé de l'importance du fractionnement d'apport alimentaire, évidemment que c'est important, puis nous, c'est une façon d'aider les athlètes à augmenter leur prise alimentaire quand ils ont ce problème-là. Mais je me demandais, les études spécifiques là-dessus, est-ce que c'est des études qui ont plus observé justement moins de repas chez les athlètes qui avaient ce problème-là ou des études d'association où il y a vraiment eu des études qui ont démontré qu'une prise alimentaire plus fractionnée pouvait aider dans le traitement? C'est une excellente question. En fait, moi, je faisais référence, il y a un podcast extrêmement intéressant par le BJSM. C'est une endocrinologiste du sport qui, justement, le Dr. Nikki Key, qui est disponible là, sur Balado. Puis elle faisait mention comme quoi, justement, là, le fait de répartir, un peu comme je disais, l'alimentation sur, je pense que vous êtes plus à même que moi de l'expliquer, là, mais de répartir l'alimentation entraînerait moins d'impact au niveau endocrinien que justement d'espacer les repas pour une même quantité de nourriture. Toi, Vicky, qu'est-ce que tu en penses de ça? Non, moi, je trouve que c'est vraiment intéressant. Puis c'est ce qu'on tente de faire avec les athlètes, mais on a aussi des athlètes qui suivent le jeûne intermittent pour des raisons de faciliter le contrôle du poids. Donc, tu sais, quand on veut augmenter le nombre de repas ou de collations, ça peut être difficile chez ces athlètes-là. Puis j'essayais de trouver, tu sais, je vais aller lire, là, mais des fois, quand on apporte le rationnel, puis les études à l'appui, ils sont plus convaincus. Je ne sais pas si vous comprenez. Tout à fait. Mais non, c'est tout à fait pertinent. Je pense que c'est un sujet très intéressant. Puis je pense que ça pourrait faire l'objet juste ça en soi d'une présentation d'1 heure. Oui, tout à fait. Merci. Je retiens le nom du podcast, le nom. Peut-être que vous pouvez l'écrire dans le chat. Ça serait
Oui, assurément, je vais Oui. envoyer ça dans le chat. Oui, puis Merci. elle a été, Kiki a d'abord écrit beaucoup de choses, puis il y a différents podcasts aussi, pas seulement sur le BJSM. Ça semble être quelqu'un qui écrit beaucoup sur le sujet. Excellent. S'il n'y a pas d'autres questions, on va... Ah non, il y a Charlotte Brochu qui... Oui, allô. Ben moi, je suis nutritionniste aussi, là. C'est un peu pour, dans le fond, continuer un peu ce que Vicky disait. Ben c'est ça, je ne sais pas, en fait, si vous avez des idées, parce que je comprends que c'est important de fractionner la prise alimentaire, mais je me dis, dans le cas où un athlète a un trouble alimentaire assez important, je me dis, même si en nutrition, on lui enseigne de comme fractionner ses prises alimentaires puis de manger plus, des fois, j'ai comme l'impression que pour eux, c'est peut-être pas une chose facile à faire. Tu sais, c'est comme, ils sont pris dans un cercle un peu vicieux. Fait que je me disais, tu sais, comment vous voyez ça? Est-ce que vous pensez qu'il faudrait avoir des programmes comme plus spécifiques en nutrition sportive pour les troubles alimentaires? Je ne sais pas si vous avez lu aussi par rapport à ça là, dans la littérature. Ben, moi, je pense que là, il faut travailler deux concepts en parallèle. Si on a un athlète, il faut essayer de lui faire reconnaître, nommer, identifier le trouble alimentaire. En même temps, c'est un athlète qui a un souci de performance et non pas qui est actif physiquement uniquement pour altérer son image corporelle ou pour conserver son image corporelle qu'il souhaite, qui n'est pas saine. Mais que vraiment, si cette personne est un athlète qui veut performer, et là, on peut se servir du désir de performance athlétique pour gérer le problème alimentaire, en situer un en opposition avec l'autre. Dans le domaine de la médecine du sport, si on est capable de rallier l'athlète autour de ses objectifs de performance et que le chemin pour y arriver, c'est d'ajuster le comportement alimentaire, de rétablir un équilibre, la notion d'équilibre énergétique a le potentiel de ne pas être menaçante, d'après moi, pour quelqu'un qui a un trouble alimentaire, parce qu'on cherche à rétablir un équilibre, on ne cherche pas à consolider son poids. Donc, je pense que la façon de l'avoir... Évidemment, si on a un athlète, une personne active et anorexique, dans le seul but de rester trop maigre, là, on a une problématique qui relève plus de l'anorexie. Mais je pense que le désir d'atteindre des objectifs athlétiques peut être un allié de la nutritionniste et des professionnels de santé en général pour faire accepter les modifications de comportement. Si on arrive à identifier les comportements alimentaires comme la barrière à atteindre les objectifs satisfaisants sur l'athlétique, dans l'objectif de sa capacité. Je suis d'accord avec toi, Pierre. Puis, tu sais, d'utiliser des faits. Ces gens-là, souvent, c'est des athlètes d'endurance. C'est des gens qui sont très rationnels. Fait que si, disons, on a un pouls qu'on vise monter, qu'on a des données dans les prises de sang, on peut les utiliser pour négocier avec eux, là, qui augmentent leur... C'est d'utiliser l'aspect obsessionnel de la personne pour... exactement. Non, mais c'est ça. On utilise leur côté obsessionnel pour qu'ils en fassent un objectif positif. Là. C'est ce que les psychiatres font avec les gens qui souffrent de troubles obsessionnels et compulsifs. Ils utilisent ce côté-là pour arriver à leur ça. Exactement. Puis associé à ça, probablement aussi une équipe multidisciplinaire, là, donc pas juste le nutritionniste seul, le médecin, mais psychologue, psychiatre, là, dépendamment de la sévérité et du trouble primaire. Là. Fait que je pense qu'on est mieux en équipe que ça aussi. C'est bon, merci beaucoup. Merci à vous. On vous laisse conclure, c'est bon? Oui, merci beaucoup. Allez-y. Vous pouvez conclure ou merci de la part de la clinique du PEPS pour de belle présentation. Puis on va vous envoyer le prochain lien éventuellement pour le futur midi-conférence. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.